Alexa Laboie pour Urban News. Je me trouve présentement à Québec, au Temps perdu. Et aujourd'hui, j'ai en entrevue Monsieur Jérôme Blanchet-Gravel. Vous le connaissez, il est rédacteur en chef pour Libre Média et également Monsieur Claude Simard, ancien professeur à la retraite de l'Université Laval. Il est linguiste et ils ont coécrit le livre 12 propositions pour un Québec vivant. Donc, si vous voulez vous le procurer, vous pouvez le faire dans n'importe quelle librairie, également sur Amazon. Donc, je vous laisse sur l'entrevue complète. Je vous fais découvrir, en fait, le pourquoi qu'ils ont décidé d'écrire ce livre-ci et qu'est-ce qu'ils abordent comme sujet à l'intérieur du livre. Vous allez voir, c'est vraiment fascinant et vous allez être probablement d'accord avec la plupart des choses qu'ils ont parlé. Donc, je vous laisse regarder l'entrevue. Aujourd'hui, vous allez lancer un nouveau livre qui s'intitule « 12 propositions pour un Québec vivant ». Vous êtes le co-auteur avec Claude Simard. Pouvez-vous un peu nous expliquer qu'est-ce que vous abordez dans ce livre-là? On aborde beaucoup de choses. D'abord, c'est un livre sur l'état de la société québécoise. Claude et moi, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble sur différentes thématiques, par exemple le multiculturalisme, l'islamisme. On a commencé à travailler ensemble sur ces thèmes-là. Et est arrivée la pandémie. Vous savez, la pandémie est une période rupture. Hein? C'est une rupture qui a révélé, en fait, beaucoup de choses sur le Québec, des choses qui sont pas très positives. Donc, on brosse d'abord un portrait psychosociologique du Québec. Donc, il y a un côté diagnostic. Donc, où en sommes-nous? Hein? C'est un état des lieux du mal-être, en fait, québécois, mais pour ensuite proposer. C'est-à-dire, ce sont en fait 12 critiques, d'une certaine façon, suivies de 12 propositions. Donc, 12 propositions pour sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes, sortir de ce Québec obsédé par la sécurité, dominé par la peur, mentalement lessivé par les médias. Il y a tout un volet sur les médias. Vous savez, je suis rédacteur en chef de Libre Média, ça m'intéresse beaucoup. Donc, ce journalisme aussi qu'on appelle futile et bien pensant, l'emprise des faits divers au Québec. Il y a beaucoup de thématiques, mais je voudrais le fil conducteur des 12 propositions, c'est réduire la dépendance des Québécois à l'État de manière générale pour qu'ils retrouvent leur autonomie. Bon, ben Monsieur Claude Simard, vous êtes professeur à l'Université Laval et vous êtes linguiste. C'est bien ça, mais j'étais professeur, je suis professeur retraité. Parfait. Donc, vous êtes co-auteur avec Jérôme Blanchet-Gravel et j'aimerais vous entendre sur quelles sont vos 12 propositions. Eh mon Dieu, ces 12 propositions très, très importantes, ça touche presque tous les domaines de la société. D'abord, la première proposition concerne la peur de la maladie, la peur de la mort. C'est ce qu'on a appelé l'hypocondrie. Les Québécois parlent beaucoup de santé. Vous savez, surtout depuis la pandémie, il y a eu une obsession de la santé, une obsession de l'hygiénisme, etc. Et au lieu de se montrer vivant, on se montre peureux devant la vie. Ça, c'est la première thématique. La deuxième thématique, c'est une autre thématique rattachée aussi à cette question de la peur, c'est le sécuritarisme. C'est-à-dire que les Québécois veulent vivre dans des espaces clos, dans des espaces vraiment protégés. Ils veulent avoir la sécurité pour tout, je sais pas, moi, on a parlé de la santé, mais aussi pour le transport, pour le logement, etc. Donc, ils ne veulent pas affronter l'adversité. Ils veulent que, notamment le gouvernement, contrôle tout pour qu'ils puissent être en parfaite sécurité à tous les plans. Qu'est-ce qui vous a inspiré majoritairement? Est-ce que c'est l'état de la société actuelle? Comment que vous avez pris conscience que le Québec ne représentait plus le Québec d'autrefois? Ben moi, personnellement, c'est beaucoup l'effet de contraste qui m'a amené à découvrir à quel point le Québec était peu dynamique par rapport à d'autres sociétés, bon, dans mon cas, la société mexicaine. Une remarque qu'on fait souvent, c'est ce que vous dites du Québec, c'est vrai aussi de l'Occident. On le dit d'entrée de jeu, oui, il y a beaucoup de choses qu'on dit sur le Québec qui s'appliqueraient par exemple à la France, qui s'appliquent aux États-Unis, qui s'appliquent au Canada anglais, mais le problème, c'est que le Québec est devenu une sorte de caricature du déclin de l'Occident. Donc on dirait que ce qui fait le déclin de l'Occident est amplifié de manière caricaturale au Québec. Donc c'est pire en fait. La troisième thématique concerne
la dénatalité. Jérôme vous en a parlé, c'est-à-dire qu'au Québec, la population est presque stérile, c'est-à-dire qu'on ne renouvelle pas la population, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de naissances, et si on ne regarde pas ce problème-là en face, eh bien on va se retrouver avec plus de morts que de naissances. Alors comment voulez-vous qu'un peuple qui veut protéger sa culture puisse se maintenir en vie si la natalité est très basse. Et c'est pas c'est pas seulement l'immigration qui va répondre à tous les besoins sociaux qui naissent de la démographie, c'est aussi au peuple québécois francophone de se prendre en main et d'assumer sa propre survivance en ayant des enfants. En lien avec ce thème de la natalité, on le parlait aussi toujours dans la troisième proposition de cette difficulté qu'ont les Québécois maintenant à maintenir, je dirais, un sens de la famille. Il y a énormément de Québécois qui ne s'intéressent plus vraiment à la famille, qui ne veulent plus avoir d'enfants, qui ne veulent plus parler à leurs grands-parents. Il y a une perte du sens familial et je dirais aussi qu'il y a un conflit intergénérationnel. Vous savez, les baby-boomers sont de plus en plus intolérants vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis notamment des enfants. On en parle dans notre livre. Vous savez, ici à Québec, par exemple, on a vu dans un terrain vague là, où les enfants jouaient une affiche « Défense de jouets ». Avez-vous déjà vu ça? Un pays où on défend aux enfants de jouer dehors. C'est assez étonnant. D'accord? Alors, il y a un gros problème de ce point de vue sur le plan familial et sur le plan aussi de l'attachement aux enfants. Évidemment, il y a eu la Révolution tranquille qui nous a dépris de l'emprise de l'Église pour, c'est sûr que là, ça a été évidemment le déploiement de l'État québécois, mais dans les années 60-70, il y avait un dynamisme qui ne se résumait pas à l'État. Donc, on était un peuple avec une culture plus organique, moins mécanique, plus vivante, moins artificielle. Je pense qu'il y avait que les gens des générations précédentes s'en souviennent. Et on a perdu quelque chose. On est déraciné et il faut effectivement nous reconnecter un peu avec ce qu'on nous étions autrefois, sans faire dans la nostalgie réactionnaire. Là. Je pense que la dépendance excessive envers le gouvernement actuellement nous mine. On voit que le modèle québécois est à bout de souffle. Il y a beaucoup de ça. La pandémie, évidemment, mais l'emprise de la peur. Les médias au Québec ne contribuent pas au dynamisme de la société. La surmédication aussi, on n'est plus capable finalement d'accepter l'adversité. On vit dans un safe space, donc cette espèce aussi de... on parle évidemment du wokisme, mais c'est cette surprotection. On n'accepte plus le tragique, on veut vivre dans une bulle, on n'accepte plus les épreuves de la vie. Et il va falloir aussi, Claude va vous en parler davantage, mais il va falloir aussi redresser l'école publique qui n'est plus capable de former des jeunes capables justement de faire face aux épreuves de la vie. L'État québécois est devenu une espèce de monstre, de mastodonte, ingérable, qui gaspille énormément l'argent des contribuables et qui ne rend pas vraiment les services qu'on devrait rendre à la société. Pensez par exemple à notre système de santé qui est en déroute. Pensez par exemple à l'école qui ne forme plus vraiment de jeunes cultivés, bien éduqués, bien avertis, etc. Donc il y a un problème sur le plan de l'État et les Québécois s'en remettent toujours à l'État. Ils ont, depuis les années 60-70, depuis qu'on a créé un État très fort au Québec, les Québécois ont pris l'habitude de s'en remettre toujours à l'État, alors qu'ils devraient, par eux-mêmes, la société civile devrait par elle-même, vous savez, assumer ses responsabilités et exercer sa créativité, son inventivité dans tous les domaines économiques, politiques, culturels, etc. Notre système d'éducation, je ne suis pas le premier à le dire, vous savez, est en déroute. Beaucoup d'enseignants quittent notre système d'éducation. Vous savez, si on prend par exemple les 4 années de formation à l'université et les 5 premières années d'exercice de la profession, on perd à peu près 50% des enseignants. C'est quand même étonnant. Ça veut dire que le climat de nos écoles n'est plus acceptable. Il y a un climat qui ne favorise pas les études. Et c'est en grande partie le fait, dans l'école publique, le fait qu'on a une école publique qui s'adresse à des jeunes qui sont souvent démotivés, alors qu'on a deux filières nobles, la filière de l'éducation privée et la filière, vous savez, des programmes spéciaux. Alors, on écrème les jeunes, là, ceux qui s'intéressent, par exemple, aux études, on les envoie dans ces voies privilégiées, alors que les autres sont laissés pour compte. C'est un système qui devrait être revu. Notre système d'éducation est le plus inégalitaire de tout le Canada.
pour vous montrer qu'il faudrait... On parle beaucoup d'ouverture, on parle beaucoup de démocratisation, mais notre école est foncièrement ségrégative. Ça aussi, c'est un problème qu'il faut examiner avec beaucoup d'attention. Est-ce qu'il y aurait aussi cette perspective où certains professeurs ont une vision extrêmement biaisée sur la gauche, le besoin social, le collectivisme, un peu le socialisme, le bien social avant tout, avant le bien de chaque personne, les droits de chaque personne? Ça, je pense qu'il y a... Je ne sais pas si c'est au niveau de tous les enseignants, mais on peut dire que dans notre système d'éducation, effectivement, il y a je dirais une tendance à la pensée woke. Vous avez raison, c'est-à-dire à cette espèce d'ouverture à tout crin, à n'importe quoi. Hein? Au transgenrisme, à l'immigration excessive, etc. Et si on est contre ça, on est des réactionnaires et on n'a pas droit de se faire entendre à l'école. Quand une institution aussi importante que l'école entend offrir des toilettes pour les transgenres, là, on n'est plus dans le système d'éducation de qualité. On est dans l'idéologie. Vous savez, on va gaspiller de l'argent alors que nos bibliothèques scolaires sont démunies. Il y a effectivement, je pense, j'avais raison, une espèce de bon sens pédagogique qui est en train de se perdre. Il y a aussi un autre facteur qu'on mentionne dans le livre, c'est qu'il y a des parents maintenant qui prennent parti pour leur enfant. L'enfant est roi et l'enfant a toujours raison. Donc, vous ne pouvez pas lui donner de mauvaises notes, vous ne pouvez pas lui dire de travailler plus, vous ne pouvez pas le remettre en cause et pour le discipliner. Non, l'enfant, c'est mon enfant, c'est un petit génie et acceptez-le comme un petit génie. Ça aussi, ça joue beaucoup. Parce que nous, en tant que peuple québécois, on est vraiment à part, on est vraiment différent avec notre culture. Sauf que la culture qui nous représente, admettons, là, je vais donner un exemple, la petite vie, qui est vraiment quelque chose qui est québécois. Aujourd'hui, la petite vie ne pourrait même plus être en ondes puisque ça choquerait trop de personnes. Cette culture maintenant de ne pas offenser personne vient faire en sorte que ça vient éteindre un peu la culture québécoise. Trouvez-vous? Oui, il y a un puritanisme dans l'air. On est quasiment rendu plus puritain, finalement, que les anglo-saxons. C'est déplorable. On n'est plus très latin, finalement, au Québec. Donc oui, il y a une chape de plomb. Et il faut être capable de débattre. Tu sais, qu'on dit ça c'est structurel, c'est important. C'est-à-dire ce qu'on appelle le refus de la chicane. On n'aime pas la chicane au Québec. On dit souvent ça. Il faut être capable de débattre. Il faut arrêter effectivement d'être aussi susceptible dans nos réactions, dans nos interactions. Il faut être capable d'aborder les grands enjeux sans voir des tabous partout. Il y a beaucoup de tabous effectivement au Québec. Puis justement, attaquer la question du Québec, c'est très très sensible. On touche beaucoup de cordes sensibles. On voit dans les réactions, c'est épidermique. En fait, il y a un grand tabou dans le modèle québécois. C'est-à-dire, le gouvernement au Québec est sacré. On ne peut pas le critiquer. Le seul fait de remettre en question ces dogmes est vu comme une hérésie. Et on l'a vu durant la pandémie, où vous ne pouviez pas critiquer le saint gouvernement, sinon vous êtes un hérétique. Les non-vaccinés étaient devenus, carrément des hérétiques. Le vaccin était devenu une sorte de baptême. Donc ça a culminé durant la pandémie. Et c'est triste parce qu'on est dans le déni. C'est-à-dire, la première étape pour sortir de l'impasse actuelle, c'est sortir du déni. Donc, il faut reconnaître que ça va mal pour ensuite aller mieux. Et ça va prendre beaucoup de volonté. Pourquoi c'est important pour vous de prendre part à l'écriture de ce livre-là avec Monsieur Blanchet? Vous savez, moi, je connais Jérôme depuis de nombreuses années. On est amis. On a publié de nombreux textes ensemble. Alors, c'est pas nouveau, là. Cette collaboration date de plusieurs années. On a écrit des livres ensemble. On a écrit, entre autres, Crise sanitaire, régime sanitariste. On a dirigé cet ouvrage collectif-là. On avait aussi écrit plusieurs textes sur l'état du Québec, sur le malaise psychosocial qu'on observait. On a commencé dans la presse, on a publié aussi dans l'Action nationale. Donc, c'est pas nouveau, ça. C'est-à-dire que là, on a essayé de rassembler toutes nos idées pour en faire un essai qui fait le bilan sur l'état actuel du Québec. Surtout sur le plan psychosocial et moins sur le plan économique. Bon, vous représentez justement deux générations différentes. Oui, lui, il est en trentaine, moi, j'ai 74 ans. Vous voyez, oui. C'est quand même deux expériences différentes, deux expériences générationnelles différentes, oui. Mais à la base, même si vous êtes de deux générations différentes, vous voyez qu'est-ce qui est en train de se passer au Québec. Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que votre perspective de voir le Québec comme vous l'avez vu dans les années 1955, 60, voilà. Jusqu'à aujourd'hui, comment que vous pourriez décrire la trajectoire du Québec? Mais voyez-vous, d'abord, je tiens à dire que on a coupé le Québec de son histoire. Vous savez, on a imaginé que le Québec est né dans les années 1960. Vous savez, on a parlé, rappelez-vous, on a qualifié la période d'avant 1960 de grande noirceur. Je voudrais rectifier, parce que moi, j'ai connu quand même la fin de cette période-là, et c'était une période, effectivement, où il y avait une espèce de conformisme religieux, où l'Église avait un pouvoir immense, etc. Mais ce n'était pas uniquement une période de grande noirceur. Parce qu'il y a eu à l'époque des gens très valeureux, des gens qui travaillaient fort, des gens courageux. Vous savez, mes grands-parents, par exemple, étaient très courageux. Vous savez, pour avoir 12 enfants dans une famille, il fallait être courageux. Il fallait pas se plaindre continuellement. Vous savez, il fallait faire face à l'adversité. Et ça, c'est les gens qui nous ont précédés. Et sur le plan intellectuel aussi, il y a eu une génération qui s'est formée durant cette période-là. Rappelez-vous, ceux qui ont fait la Révolution tranquille, ce sont les personnes qui ont vécu à l'époque la grande noirceur. Pensez par exemple à Gérin Lajoie, pensez à René Lévesque. Ce sont des gens qui se sont formés durant cette époque-là. Alors il y avait, votre réseau s'appelle Rebelle, il y avait des gens qui étaient rebelles, il y avait des gens déjà qui voulaient changer le Québec, et ça a donné bien sûr la Révolution tranquille des années 60. Cette révolution a été portée pas uniquement par le gouvernement. C'est vrai que l'État a pris beaucoup d'importance, l'État a valorisé l'enseignement, valorisé l'économie, mais la société était beaucoup plus vivante à cette époque-là, beaucoup plus dynamique. Et comme les Québécois s'en sont trop remis à l'État, ils ont perdu, je pense, cette vitalité. Et on constate aujourd'hui, malheureusement, c'est ce que je constate avec Jérôme, que le Québec est devenu une société morne, une société peureuse, une société qui ne pense qu'à la sécurité et qui ne voit pas, vous savez, les beautés de la vie à explorer et à exploiter. Justement, vous évoquez un peu le côté léthargique du Québec, un peu sur pause, latent. En ce moment, on fait face à beaucoup de crises, et dont une des crises, c'est le multiculturalisme qui ne s'adapte pas nécessairement très bien, dû au fait que ça a été une immigration quand même massive. Donc, on voit une ghettoisation à certains endroits, des gens qui n'apprennent plus le français. Pensez-vous que le fait qu'on soit peut-être trop gentil pourrait faire en sorte le Québec, qui s'est toujours défendu pour sa culture, pour qui ils sont, risque peut-être de disparaître? Justement, on a un chapitre intitulé « L'échec de l'inclusion culturelle des immigrants ». On s'oppose à l'immigration massive dans un contexte aussi de dénatalité, c'est-à-dire c'est double. Hein. D'une part, je pense qu'on a dépassé la capacité d'intégration des sociétés occidentales et celle du Québec avec l'immigration massive. Et d'autre part, on ne fait plus assez d'enfants. C'est un problème, donc on dit le Québec est devenu pratiquement stérile, c'est extrêmement problématique. Par contre, l'originalité de notre thèse ici, c'est de dire, oui, il y a trop d'immigrés, mais il va falloir que les Québécois aussi s'affirment davantage. C'est-à-dire que c'est à eux de faire ressentir aux immigrés qu'il y a une société ici qui les précède. Et les immigrés, en fait, et j'en sais quelque chose parce que, bon, sur le plan personnel, etc., je sais que, par exemple, les Latino-Américains ressentent d'une certaine manière intuitive que le Québec n'est plus dynamique et n'a pas cette capacité, disons, d'attraction. Le Québec n'est plus attractif actuellement pour les immigrés parce qu'ils ressentent que c'est un peuple qui est en train de mourir. Donc, l'originalité de notre thèse, c'est de dire le gouvernement ne va pas régler toute la question de l'immigration avec des cours de francisation, des règles, des cours d'hygiène sociale. Il faut que les immigrés ressentent qu'au Québec, il y a un peuple, il y a un noyau, et il faut que ce noyau-là soit attractif. Il faut qu'ils aient envie de se joindre à nous, et actuellement, ils sentent que c'est ça. Nous sommes... on n'est pas assez vivants pour ça. Si vous parlez aux chrétiens d'aujourd'hui, je pense que les chrétiens ne veulent plus imposer leur pouvoir politique. Ils veulent simplement transmettre leurs valeurs chrétiennes, leurs valeurs de charité, etc. Ils veulent transmettre leur message, le message de Christ, etc. Mais je ne pense pas que le christianisme soit redevenu, vous savez,
un courant religieux qui voudrait imposer son pouvoir politique. Je pense pas. Il y a une religion, par exemple, qui est considérée encore comme très politisée, c'est l'islam. L'islam, c'est très, très difficile de séparer le politique, le juridique, le moral et le religieux avec l'islam. Tout est imbriqué. Vous savez? Et toutes les sociétés islamiques sont dirigées par des théocraties. Alors là, vous avez une religion qui est encore très, très imprégnée par l'idée que la religion doit imposer un pouvoir politique. Ça, c'est assez différent. Alors que le christianisme, à mes yeux, a changé d'attitude, est beaucoup moins impérialiste sur le plan politique que ne l'est actuellement l'islam. Moi, j'estime, parce que j'ai connu les deux époques, j'ai connu l'époque du catholicisme triomphant et je connais l'époque actuelle. Je peux vous dire que le puritanisme actuel est plus intolérant que la morale chrétienne des années d'avant 1960 au Québec. Les gens aujourd'hui sont beaucoup plus intolérants et la censure est beaucoup plus forte, même si on se dit laïque. Vous savez? Maintenant, vous le savez, en tant que journaliste, vous m'avez dit au début de l'entrevue que parce que vous êtes une journaliste un peu rebelle, que vous n'êtes pas très bien vue par les autres médias traditionnels, mais cette censure-là, elle est très, très forte aujourd'hui. Elle était beaucoup moins forte à l'époque des curés. Vous voyez? Alors, on est sorti de la morale chrétienne, mais on est entré dans une autre morale encore plus sévère, encore plus radicale, encore plus extrémiste. Par exemple, c'est l'écologisme extrême, c'est le wokisme extrême, c'est le transgérisme extrême. Et si vous ne pensez pas comme ces gens-là, vous êtes exclus, vous êtes discriminés et vous êtes en fait, vous connaissez la mort sociale. Et ça, on ne connaissait. Il y avait quand même une plus grande liberté. Je vous étonne, mais il y avait quand même une plus grande liberté à l'époque qu'on a dit de la grande noirceur qu'aujourd'hui. Je pense qu'on est à une époque de plus grande noirceur aujourd'hui. Comme on l'appelle en anglais, le cancel culture, on est en train non Exactement, seulement... voilà. Parce que ça, c'est une chose aussi qu'on voit, effacer l'histoire, essayer de, comme avec la statue de John A. MacDonald, on l'a déboulonnée et on veut plus la replacer à cause de son histoire. On essaie de changer les choses pour réécrire l'histoire. Trouvez-vous que c'est dangereux? Très, très dangereux. On ne peut pas réécrire l'histoire. Et quand on regarde le passé, on ne peut pas projeter ses valeurs sur le passé. Pour comprendre le passé, il faut se replacer à l'époque et comprendre ce que les gens pensaient, comprendre leurs valeurs pour saisir ce qu'a été le passé. Ça, c'est une erreur historique épouvantable. C'est de l'inculture, vous savez. Et cancel culture, effectivement, c'est comme si on voulait effacer tout le passé de l'Occident, parce qu'on le juge colonialiste, on le juge raciste, etc. Alors que toutes les grandes civilisations, vous savez, quand vous regardez toutes les grandes civilisations, il y a eu du colonialisme en Inde, il y a eu du colonialisme dans le monde arabe, il y a eu du colonialisme dans le monde même précolombien, etc. Vous savez, c'est comme si l'Occident avait tous les défauts. Toutes les civilisations ont des défauts. Et cette idée que l'Occident est le gros méchant de l'histoire, c'est complètement faux. Je vais aborder un petit peu la question politique actuelle. On sait qu'en ce moment, on est au milieu d'une élection. Les répercussions que cela pourrait avoir, admettons qu'aujourd'hui, le nouveau chef, qui pourrait être Mark Carney, a comme conseiller M. Mark Wiseman, qui est cofondateur de l'initiative du siècle, qui voudrait que le Canada amène une population jusqu'à 100 millions d'habitants, même, et comme il l'a cité, même si ça fait hurler le Québec. The goal of 100 million people by 2100 is driven by that underlying demographic and economic need. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des grands risques au niveau de la culture québécoise et
de la vie québécoise. Ben, c'est sûr. La survie du Québec dépend surtout de la démographie. C'est ça aussi que les Québécois oublient. C'est-à-dire le gouvernement ne sera pas toujours là pour sauver votre culture. Ça dépend de votre dynamisme, ça dépend de votre taux de natalité. Donc, c'est quand même grand temps d'aborder cette question-là, de le dire qu'il faut faire des enfants. Il faut que les politiciens s'approprient cet enjeu-là rapidement. Il y avait Éric Duhem qui l'a fait au Québec, mais ça doit être étendu aux autres parties. Oui, je pense que l'immigration massive menace à peu près un grand nombre de sociétés occidentales. C'est-à-dire que c'est pas être xénophobe que de dire que quand même on est devant des changements démographiques, mais aussi culturels. C'est-à-dire que les sociétés occidentales n'ont pas une capacité d'absorption illimitée. Là. Donc c'est clair que c'est problématique. L'Occident a le droit de rester l'Occident. Donc, Mark Carney, je pense que c'est quelqu'un, d'abord, c'est un imposteur, c'est quelqu'un qui est en train de nous vendre, il est dans la fausse représentation, on l'a vu, là, tout d'un coup, il est devenu conservateur, c'est un ultra-progressiste radical, etc. Ses fréquentations en témoignent, ce conseiller-là. Donc, je pense que l'élection de Mark Carney serait une catastrophe pour le Canada, ce serait vraiment une dégringolade et il faut absolument éviter ça pour le Canada comme pour le Québec. Par contre, peu importe qui sera le prochain premier ministre du Canada, le Québec doit se prendre en main. Là. Ça dépend pas non plus d'Ottawa. Ça dépend d'aucun gouvernement. C'est ça le message qu'on lance aussi. Les Québécois ne peuvent plus compter sur leur gouvernement et non plus sur l'État fédéral pour survivre. Il faut qu'ils se prennent en main en tant que société civile, sans quoi c'est la continuité du déclin. N'oubliez pas que si vous voulez supporter notre journalisme, vous pouvez le faire via rebelfieldreports.com. Sur ce site web, c'est vraiment dédié à faire un don, le don que vous voulez. Et également, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, puisqu'on a besoin de vous. Et également de laisser un commentaire et peut-être un petit j'aime. Donc, merci de nous soutenir. Et je répète, rebelfieldreports.com.